Je n'aurais jamais cru qu'une simple escapade familiale en voiture se terminerait par le jour où j'ai réalisé que mon fils ne m'aimait pas, qu'il n'aimait que ce que je pouvais lui offrir. Au moment où j'entendais le moteur s'éloigner, en rugissant, je sentais un souffle froid parcourir ma colonne. Je m'asseyais sur le porche poussiéreux de la ferme des chênes près du champ de l'Aurore, des échardes mordant mes paumes, tandis que je serrais le bord du banc. Je regardais l'arrière de ma propre voiture s'amenuiser en portant mon portefeuille. Meshklish. Chaque illusion à laquelle je m'accrochais depuis des années, j'aurais dû le voir venir. Mais ce qui me brûlait vraiment n'était pas qu'il m'ait volé. Non, c'était la facilité avec laquelle Étienne me regardait dans les yeux, disant « Maintenant, tout l'héritage est à moi. Tu peux rester ici et te reposer un peu. » Avant de partir sans un regard, un calme étrange m'envahissait. Celui qui vient juste après un coup au ventre, ce silence creux. Avant que la douleur ne s'installe vraiment, je serrais les poings si fort. Mes ongles creusaient décroissant dans mes paumes. Il pense que je suis impotente, pensais-je. Il n'a aucune idée de celle qu'il a élevée. Le drôle avec la trahison, c'est qu'elle ne crie pas toujours. Parfois, elle vient en murmure, les petites hésitations dans sa voix, les sourires trop doux, les soudaines offres d'aide pour gérer mes affaires, et n'y repensant. Chaque signe était là, éclatant comme du néon, mais je choisissais de voir mon petit garçon, pas l'homme devant moi maintenant. Mes yeux balayaient le champ, s'étendant à l'infini autour de moi. Rien que des mauvaises herbes envahissantes, le grincement d'une vieille porte de grange oscillant dans le vent. Pas de voisins, pas de voiture, pas de regard curieux pour me voir m'effondrer. Mais je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Je prenais une profonde inspiration, me levais, mes genoux protestant sous mon poids, ma résolution plus ferme que jamais, chaque articulation douloureuse, chaque pas comme marcher dans la boue, mais chaque mouvement poussait une nouvelle vague de feu dans mes veines. Je ne criais pas, ne pleurais pas, n'appelais pas pour qu'il revienne. Je murmurais au vent, merci de m'avoir montré la vérité. Il pensait avoir gagné, m'avoir dépouillé de tout. Argent, sécurité, dignité. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le véritable héritage dont il aurait dû s'inquiéter n'était pas les comptes bancaires ou le terrain. C'était la force dans mes os. Les leçons d'une vie dure, honnête, alors que le soleil plongeait, teintant le ciel d'un violet meurtri, je laissais la dernière illusion de lui, comme protecteur, mourir sur ce porche. Je n'allais pas supplier pour mes clés, attendre qu'on me sauve, car l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Et à cet instant, seul sur ce porche abandonné, je réalisais qu'être seul valait bien mieux qu'être utilisé. Je me souviens fredonnant dans la cuisine de la maison du verger à Aubrel, le parfum de verveine, de menthe montant de ma tisane, le soleil s'étirant sur la ville, peignant des carrés dorés sur les carreaux peints à la main. Yemesas matins, calmes, simples, intouché par les angles vifs du monde, je me tenais au comptoir, coupant du gingembre frais, mes mains agissant par habitude derrière moi. Étienne traînait, prétendant m'aider à ranger dans un panier en osier. Il répétait que j'avais besoin d'air frais, qu'un petit voyage loin de tout me ferait du bien. J'aurais dû le savoir. Alors, sa voix trop douce, presque sirupeuse, comme du miel couvrant de la viande avariée, après la mort de mon mari, il s'asseyait en face de moi, s'épanchant, comme pour partager un secret. « Maman,
Tu n'as à t'inquiéter de rien, disait-il. Ça va se passer. Soyeuse, je protégerai tes biens, comme papa l'aurait voulu. Concentre-toi sur une vie paisible. À l'époque, ces mots étaient un baume. Fraîchement endeuillé, mon cœur comme un bateau sans ancre, dérivant dans le chagrin, Étienne intervenait avec les bons mots, les bons gestes. Je pensais qu'il était mon phare. Mais en y repensant maintenant, je vois clair comme le jour. Ses yeux fuyants, quand je posais des questions sur les relevés bancaires. Sa manière de changer de sujet, quand je parlais de voir l'avocat, de mettre à jour le testament. Je me souviens du jour où il suggérait de l'ajouter à mes comptes. Juste au cas où, disait-il, si nonchalamment, comme s'il proposait d'acheter du lait. J'étais si épuisé par les papiers d'assurance, les factures d'obsèques, que je hochais la tête, trop engourdi pour questionner. Il aimait s'asseoir avec moi tard, le soir, surtout après 1 ou 2 verres de whisky. Il s'adossait, visage adouci par la lueur ambrée, me disant qu'il se sentait le seul homme à porter l'honneur familial. J'étais fier d'entendre ça. Maintenant, en repensant à ces nuits, je vois l'éclat dans ses yeux, pas de la fierté, pas de la dévotion, mais du calcul. Il y avait des petites choses, un lapsus sur un transfert de fonds, un commentaire sur la vente de la maison. Avant que je ne l'évoque, je balayais tout, me disant que je suranalysais. Après tout, c'était mon fils, le garçon que j'avais soigné lors de fièvre, à qui j'avais appris à faire du vélo, qui sanglotait dans mes bras quand il s'était cassé le bras. Comment pouvais-je croire qu'il me voyait comme un simple tremplin? Mais c'est la partie la plus cruelle de la trahison. Elle se cache toujours derrière des visages familiers. Je me souviens d'une nuit en particulier, il me regardait par-dessus son verre, disant « Tout ça, maman, je suis le seul en qui tu peux avoir confiance. Les autres veulent juste une part de ton argent. » Je pensais qu'il me protégeait. Maintenant, je vois qu'il m'isolait. Tout est si clair. Les mots doux étaient des pièges. Les rassurances des chaînes. Chaque maman, je suis là. Un fil de plus dans la toile qu'il tissait autour de moi. Je m'endormais avec un fragile sentiment de sécurité, pensant que mon fils était ma dernière forteresse. Maintenant, je sais qu'il était le voleur s'infiltrant dans mes portes la nuit. Et assis sur ce porche froid, chaque écho de ses promesses semble une gifle. Il n'a pas encore réalisé que la femme discrète qu'il a sous-estimée est celle qui lui a appris à se battre, à survivre, à lire les tempêtes avant qu'elles n'éclatent. Je ne tomberai pas en silence. Quand il a proposé cette escapade surprise, Yai presqueri. Nous étions à la table de la cuisine ce matin-là, lui tambourinant des doigts sur le bois. Souriant un peu trop large, il disait avoir prévu quelque chose de spécial pour m'aider à me vider l'esprit, se réinitialiser. Il peignait ça comme une retraite apaisante, une escapade mère-fils. Après toutes ces années stressantes, il plaisantait même sur le fait que je méritais une journée au spa, un pique-nique, tout sauf cette cuisine poussiéreuse. Je le regardais dans ses yeux que je croyais sans question. Mon cœur voulait le croire. S'accrocher à l'image d'un fils loyal, mais mes tripes disaient autre chose. Une sensation lourde, rongeante, enroulée autour de mes côtes. Serrant. À chaque sourire forcé, j'acceptais quand même. Je voulais voir jusqu'où il irait. Inquietante Abrelle,
je regardais les repères défiler, l'église où je chantais dans la chorale, la quincaillerie où mon mari plaisantait sur sa retraite, la petite bibliothèque où j'emmenais Léon pour l'heure des comptes. Chaque bâtiment semblait une côte arrachée. Je gardais les yeux devant, prétendant apprécier le trajet. Pendant ce temps, il parlait de nouveaux départs, de lâcher les vieilles attaches. Il me regardait, yeux brillants, d'une excitation maniaque. C'est paisible ici, n'est-ce pas? Tu as toujours aimé la campagne, disait-il. Je ne répondais pas, me concentrant sur ses doigts, serrant le volant. Joinches, Blanches. Nous passions des clôtures rouillées, des granges vides. À un moment, je voyais une vieille balançoire, cassée, affaissée, à moitié avalée par les herbes, comme un reflet de moi, abandonné, laissé à pourrir en pleine vue. Quand il s'arrêtait enfin à la ferme des chênes, je sentais le poids de son plan s'abattre sur mes épaules, comme une couverture humide. Lord y sautait dehors rapidement, ouvrant ma portière avec un soin exagéré. Surprise, annonçait-il, désignant la ferme délabrée comme s'il révélait un hôtel 5 étoiles. Je sortais lentement, mes pieds crissant sur la terre sèche. L'air sentait le moisi, le vieux foin. Il me tendait un sac en toile, puis arrachait mon portefeuille, mes clés de mon sac, avec une rapidité qui me coupait le souffle. Avant que je puisse parler, il souriait, disant « Maintenant, tout l'héritage est à moi », sans hésitation, sans dernier mensonge doux. Juste la vérité crue, laid, en posant le pied sur ce porche grinçant. Je sentais le vent glisser à travers mon cardigan, comme des doigts froids traçant ma colonne. J'écoutais le son de la voiture s'évanouir, puis le silence. Je regardais autour, prenant en compte la ferme, fenêtres fissurées, comme des bouches béantes, herbes poussant à travers les planches fendues, portes pendant sur des gonds rouillés. Ça aurait dû sembler une prison, mais c'était un test. Je serrais le sac plus fort. Entrée, l'odeur me frappait. Moisi, vieux bois, une légère âcreté de conserves oubliées. Je marchais prudemment, chaque pas résonnant dans les pièces vides. Je m'arrêtais à la première fenêtre, regardant les champs envahis du chant de l'aurore, sentant mon cœur se stabiliser. Il pense que je vais m'effondrer, of supplier, pensais-je, mais je ne ressentais pas de peur. Une résolution familière. Je poussais la porte de ce qui devait être la cuisine. Les portes des placards pendaient de travers. Certaines absentes. Une tasse en céramique cassée sur le comptoir, à moitié enfouie sous la poussière. Les crottes de souris, puis je le voyais. Une petite pile de conserve poussiéreuse dans un coin, des bouteilles d'eau alignées, comme des soldats sur une étagère. Il avait donc prévu que je reste un moment, assez longtemps, pour déplacer les pièces nécessaires, pour tout réclamer, assez pour s'assurer que j'étais trop faible ou perdu pour me battre. Je me tenais dans cette cuisine en ruine, sentais les années d'obéissance silencieuse se détacher comme de la vieille peinture, les années à sourire poliment, à accepter qu'il gère, croyant que l'amour pouvait couvrir le manque de respect. J'ouvrais une boîte avec un ouvre-boîte rouillé, trouvé sous l'évier, des haricots, Father's Lords, exactement ce dont j'avais besoin.
Je m'asseyais à une table cassée, mâchant chaque bouchée lentement. Je pensais au jour où je faisais du pain frais dans ma vieille cuisine, l'odeur emplissant la maison du verger, attirant Léon en bas des escaliers. Ces jours semblaient d'une autre vie, appartenir à une autre femme. Quand je finissais de manger, j'essuyais mes mains sur ma jupe, me levais, explorant pièce après pièce, dans ce qui devait être la chambre. Je trouvais une couverture rongée par les mites. Dans la cave, plus de conserves, une boîte d'allumettes, une vieille lanterne rouillée. Je m'arrêtais, passais mes doigts sur les murs de pierre froid, humide, sentant chaque éraflure, chaque sillon, comme lire un livre dans une langue que je seul comprenais, un livre parlant de survie, de patience, de force silencieuse. Je ne maudissais pas son nom, ne criais pas dans les champs vides. Je faisais simplement l'inventaire. Il voulait que je sois impotente, mais j'établissais une liste mentale, ce que j'avais, ce dont j'avais besoin, ce que je ferais. Ensuite, il pensait me laisser pourrir ici. Mais il m'avait donné la solitude nécessaire pour me rappeler qui je suis alors que le soleil baissait, emplissant la ferme d'ombre longue, oblique. Je regardais par les fenêtres cassées, ressentais une paix étrange. Cette nuit, j'ai dormi spéo. Je pensais à mon père, un homme maigre, brûlé par le soleil, à la voix rude comme du gravier, mais aux mains assez douces pour tresser mes cheveux avant l'école. Nous n'avions pas grand-chose en grandissant. Certains soirs, le dîner était des pommes de terre, des herbes sauvages cueillies au bord de la route, mais mon père ne laissait jamais la pauvreté, le briser. Il m'avait appris à repriser les vêtements déchirés, à trouver de l'eau propre. Quand le puits s'asséchait, à poser des pièges à lapins. Quand la neige arrivait tôt, à la mort de mon mari, ces leçons revenaient, résonnant dans chaque coin de ma maison vide. À l'époque, je n'avais pas le temps de m'abandonner au chagrin. Les factures s'empilaient comme des pierres tombales. Je travaillais au jardin, jusqu'à ce que mes doigts saignent. Vendais des pots de confiture au marché, juste pour passer l'hiver. Je pensais qu'une fois Étienne grandi, je pourrais me reposer, qu'il porterait le poids, honorerait les sacrifices. Mais assise ici, sentant le sol froid s'infiltrer dans mes os, je réalisais quelque chose de douloureux. J'avais élevé un homme qui valorisait le confort avant le caractère, qui me voyait comme un moyen, une perte différente de la mort, mais plus lourde encore. Pourtant, au fil des heures, cette lourdeur changeait de forme, devenait solide, chaude, une promesse silencieuse faite sous cette couverture usée. Je ne serais pas enterré par sa trahison. À l'aube, je me levais, m'étirais, mes articulations se plaignant. Moins bougeante. Je regardais mon reflet dans un morceau de miroir fissuré contre le mur. Mon visage émacié, yeux cernés, mais sous tout ça, je voyais l'esprit de mon père me fixer. « Tu es plus forte que toute trahison », murmurai-je à mon reflet. Mon souffle embuant le verre, je sortais, pénétrant dans le froid matinal, la rosée collant à l'herbe sauvage, scintillant comme des boucliers sous le faible soleil. Je me penchais, passais mes doigts dans la terre humide, vérifiant sa fermeté, comme je le faisais pour planter. Je me sentais stable pour la première fois depuis des années. Mon esprit s'organisait comme mes vieilles
étagère de garde-manger, ce que je peux utiliser qui pourrait aider. Comment revenir? Je pensais à la voix de mon mari, au bord de notre petit jardin, disant « Rien ne pousse sans patience. Rien ne survit sans un peu de combat. » Dans la lumière douce du matin, je laissais la colère s'estomper. Ce qui prenait sa place n'était pas le pardon. Mais la clarté, je me redressais, sentant ma colonne se raidir, le sol sous moi, comme un vieil ami me soutenant. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était reprendre chaque morceau de moi qu'il pensait pouvoir arracher. S'il croyait m'effacer avec une vieille ferme et quelques boîtes de haricots, il allait découvrir qu'il avait élevé. Le lendemain matin, je sortais juste au lever du soleil, sa lumière pâle s'étendant sur les champs, comme du lait renversé. Le vent s'était adouci pendant la nuit, portant l'odeur des fleurs sauvages, de la terre humide. Au lieu de la pourriture, la ferme semblait infinie, une vaste mer de verte. Die Brunn, sans signe de route ni d'âme humaine, mais en avançant vers la clôture, quelque chose attirait mon regard, un éclat métallique, celui qu'on voit quand le soleil frappe un tracteur au bon angle. Je plissais les yeux, mon cœur bondissait. Là, penché sur un vieux tracteur, rouge rouillé, une silhouette. Il bougeait lentement, s'arrêtant toutes les quelques secondes pour ajuster quelque chose sous le capot. Je n'hésitais pas. Mon père disait toujours « Si tu attends le moment parfait, tu attendras toute ta vie. » Je levai la main, criais, ma voix rauque après des jours de silence. « Bonjour, par ici, the board. » Il n'entendait pas. Je criais à nouveau, plus fort. Chaque syllabe déchirant l'air matinal. « Enfin !» Claude levait les yeux, essuyant son front avec un chiffon, la confusion plissant son front. Je commençais vers lui, chaque pas lourd, mais certaine. En atteignant la clôture, je saisissais le poteau en bois, m'y appuyais, le souffle saccadé. « Madame, allez-vous bien ?» demandait-il. Sa voix fatiguée, mais gentille, je hochais la tête, bien que mes jambes semblaient prêtes à lâcher. « J'ai besoin de votre aide. » Disais-je, « S'il vous plaît, Yenoi ni téléphone ni clèche. » Mon fils, il m'a laissé ici. Les mots semblaient étrangers, comme si je racontais une histoire arrivée à une autre. Ses yeux s'adoucissaient, il s'approchait, sortait un vieux téléphone à clapet de sa poche. Utilisez ça, appelez qui vous voulez. Yuma. Mes mains tremblaient, prenant le téléphone, le plastique chaud de sa poche. Je restais là un instant, fixant les boutons fanés, mon réflexe. Petit dans l'écran, je composais le seul numéro qui semblait sûr, celui de Margot, ma meilleure amie, depuis l'école primaire, celle qui connaissait chaque cicatrice de mon cœur, chaque coin têtu de mon âme. Elle répondait à la première sonnerie. « Viviane, où est-ce tout ?»« Bon sang !» J'étais morte d'inquiétude. Sa voix me brisait, comme un marteau frappant du verre. Je serrais le téléphone fort, essayant de garder ma voix stable. Margot, il a tout pris. M'a laissé à la ferme des chênes. Je ne sais pas exactement où, mais je vois un vieux tracteur rouge, une grange cassée. J'entendais son souffle, puis le clic rapide des touches. « Dis-moi tout. Maintenant. » Je me tournais légèrement, jetant un œil à Claude, qui feignait de ne pas écouter, mais restait assez près pour me rattraper. Si Dieu tombait.
je décrivais le paysage du mieux que je pouvais. Les herbes, la balançoire cassée, les poteaux de clôture. Margot promettait d'appeler mon avocat, d'envoyer de l'aide immédiatement. En rendant le téléphone à Claude, je sentais quelque chose bouger dans ma poitrine. Une petite fissure de lumière perçant l'obscurité. Il me regardait, yeux pleins d'une résolution douce. « Vous ne pouvez pas rester ici. Madame, je peux dessiner une carte jusqu'à l'arrêt du vieux puits. Si vous vous sentez assez forte pour marcher, ou je peux vous conduire à un bout. » Je secouais la tête, levant le menton. Je peux marcher. J'ai besoin de tenir sur mes propres pieds maintenant. Il hochait la tête, respectant mon choix sans un mot. En glissant la carte grossière dans ma poche, je me tournais vers l'horizon, mes genoux tremblants, mais mon esprit rugissant, plus fort que jamais. Étienne pensait avoir écrit ma fin. Mais aujourd'hui, je commençais à écrire mon évasion. La carte pesait dans ma poche, comme un talisman. Chaque ligne, chaque repère griffonné, une petite promesse que je n'étais plus coincée. Je remerciais encore Claude, ses yeux doux, pleins de ce respect silencieux que je n'avais pas ressenti de la part d'un homme depuis des années. En m'éloignant de la clôture cassée, j'entendais la voix de Margot résonner dans mon oreille. « Reste une fille. Viviane, continue d'avancer. Je viens pour toi. » Je répétais ces mots. En descendant le chemin de terre, chaque pas portait le poids d'une vie, toutes ces années à attendre, à me rétrécir, à croire la version de ma valeur donnée par un autre. Le soleil montait, brûlant mes épaules, mais je continuais. Avec chaque pas, ma colonne se redressait un peu plus. Je passais des arbres tordus, des champs secs, la terre bourdonnant sous la chaleur d'été. Je pensais à la première fois où j'avais appris à Léon à marcher, comment il trébuchait, se retournait vers moi pour être rassuré. À l'époque, je l'attrapais à chaque chute. Maintenant, c'était moi qui m'éloignais. Et pour la première fois depuis des années, je ne regardais pas en arrière. Après ce qui semblait une éternité, j'atteignais l'arrêt du vieux puits. Un banc en bois solitaire, peinture écaillée, un horaire fané, cloué au poteau. Mes jambes lâchaient, Yemmer von Dreis, respirant fort. La sueur goûtant dans mes yeux, je regardais autour, espérant une autre personne, un signe de vie, et la voilà. Une jeune femme, probablement en attente du prochain bus, écouteurs aux oreilles, yeux fixés sur son téléphone. Yaraclis Magorja appelait doucement « Excusez-moi, puis-je emprunter votre téléphone ?» Juste un dernier appel. Elle sursautait, puis me regardait vraiment, voyant la saleté sur mes vêtements, les taches sur mon visage. Elle hésitait une seconde, puis me le tendait sans un mot. Je recomposais le numéro de Margot. Elle répondait si vite, comme si elle gardait le téléphone contre sa poitrine. « Viviane, vas-tu bien? Où est-ce » J'avalais la boule dans ma gorge. J'ai atteint l'arrêt du vieux puits. Je suis en sécurité pour l'instant. S'il te plaît, dis à l'avocat. Dis-lui d'agir vite. La voix de Margot tremblait. Je l'ai déjà appelé. Il prépare les documents pour geler tes comptes. J'ai aussi parlé au bureau du shérif. Ils sont en attente. Si tu veux porter plainte, je sentais quelque chose en moi se remettre en place, comme un os enfin fixé après des années de fracture. Margot, disais-je lentement, voix passait. Femme, nous ne gelons pas seulement son accès, nous reprenons tout
chaque papier, chaque signature, chaque morceau de respect qu'il a essayé de voler. Le souffle de Margot s'arrêtait. C'est ma fille. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me sentais vraiment vue, pas comme la mère de quelqu'un, pas comme une veuve, mais comme une femme debout, seule, incassable. Je rendais le téléphone à la jeune femme, qui me regardait avec des yeux larges. « À Prudence, merci », disais-je simplement. Elle hochait la tête, et dans son regard silencieux, je voyais quelque chose absent des yeux d'Étienne depuis des années. Une décence humaine basique. Je m'asseyais sur ce banc fissuré, dos droit, malgré la douleur, mains reposant calmement sur mes genoux. Inattendais passum salvetage. J'attendais ma chance de frapper, et cette fois, je ne serais pas silencieuse. L'arrêt de bus était si calme, comme si le monde s'était arrêté pour me regarder respirer. Je regardais la route, chaque rafale soulevant de petits tourbillons de poussière. Je pensais à tout ce que j'avais perdu, ce qu'il me restait. Je touchais la carte de Claude dans ma poche. Ses bords déjà usés par mes doigts, un rappel de la première gentillesse reçue en jour peut être en année. Je pensais à la voix de Margot, tremblante, mais féroce, aux mains stables de Lucien, préparant les papiers, et surtout au murmure de mon mari, enfoui dans ma mémoire. Ne les laisse pas écrire ta fin. Un bus arrivait enfin. Le chauffeur me jetait à peine un regard, tandis que je montais mes chaussures, laissant une traînée de terre sur le sol métallique. Je m'asseyais à l'arrière, près de la fenêtre, regardant le paysage défiler. Champs, petite maison, boîte aux lettres penchée. Chaque kilomètre semblait une suture dans une plaie, se refermant lentement en descendant à Aubrel. Le pavé brûlant perçait mes semelles fines. Je redressais mes épaules, commençais vers le cabinet Fournier, où Margot et Lucien m'attendaient. Je passais devant la fleuriste, où j'achetais des roses pour mon mari chaque anniversaire, les bistrots, où Étienne m'avait emmené pour la fête des mères. Il y a long Thames, quand il m'appelait encore maman, au lieu de la vieille femme, je m'arrêtais devant la porte du cabinet, ma main planant sur la poignée. Je respirais profondément, sentant chaque éclat de douleur se transformer en quelque chose de plus fort. En ouvrant la porte, Margot était là, ses yeux rencontrant les miens, larges, vitreux. Au instant, elle semblait prête à s'effondrer en larmes, mais je secouais la tête. « Pas maintenant », disais-je doucement, « on ne pleure pas aujourd'hui ». Elle hochait la tête, lèvres tremblantes, puis s'avançait, m'enlaçait brièvement. « German », plus pour me soutenir que m'embrasser. Lucien se levait derrière le bureau, une pile de documents déjà prête. « Viviane », disait-il, sa voix ferme, respectueuse. « Nous avons préparé le gel de tous les comptes à votre nom, ainsi que les documents pour révoquer sa procuration, initier des plaintes pour fraude. » Je sentais une montée de chaleur dans ma poitrine. « Et la maison du verger ?» demandai-je. « Nous mettrons une ordonnance restrictive temporaire pour l'empêcher d'accéder à la propriété. » Jusqu'à ce que tout soit réglé légalement, répondait-il. Je hochais lentement la tête. Chaque mot, une pierre dans la fondation que je construisais, sous mes pieds. Je fermais les yeux un instant, imaginant le visage d'Étienne, réalisant que je n'étais pas seulement vivante, mais plus forte qu'il ne l'attendait.
La mer qu'il essayait d'effacer revenait avec toute la force de la loi. Le poids de sa volonté incassable, j'ouvrais les yeux, croisais le regard stable de Margot, c'est ma ligne dans le sable. Disais-je, à partir d'aujourd'hui, personne ne prend ce que j'ai construit. Personne, elle serrait ma main si fort. Ça faisait mal, mais je ne la retirais pas. Je me tournais vers Lucien, signais chaque document d'une main claire, forte à chaque signature. Je sentais l'ancienne version de moi, la mère discrète, conciliante, s'effondrer, tomber comme des cendres. En finissant, je posais le stylo, exhalais un souffle retenu depuis des décennies. Je ne reprenais pas seulement mes biens, je reprenais chaque morceau de ma dignité qu'il pensait pouvoir acheter. Ventre ou j'étais, je me promettais là, dans ce petit bureau ensoleillé, de ne plus jamais laisser quiconque décider de ma valeur. En sortant dans la rue, la lumière du soleil semblait différente sur ma peau, plus vive, presque électrique. Margot me suivait, serrant son sac, comme une bouée. « Es-tu sûre de rentrer seule ?» demandait-elle. Sa voix tendue, je me tournais vers elle, laissais un sourire lent s'étirer sur mon visage. Je n'étais pas bien pendant longtemps. Maintenant, je suis plus que bien. Je suis prête. Elle ouvrait la bouche pour argumenter. Mais je secouais doucement la tête. Margot, tu m'as sauvée, mais je dois finir la prochaine partie seule. Elle hochait la tête, lèvres pincées, retenant un flot de mots. Je resserrais mon cardigan autour de mes épaules. Commençais à descendre le trottoir, chaque pas résonnant avec la terre, comme un battement de cœur, un écho discret me rappelant que j'étais vivante, pas juste en survie, mais vivant à mes conditions. Je passais la place de la ville, l'église où je priais pour le bonheur d'Étienne, le banc du parc où je regardais jouer enfant. Tous ces endroits qui portaient de la chaleur semblaient maintenant des photos fanées. Rappel de celui que je pensais qu'il était. Je m'arrêtais dans une petite supérette pour acheter une bouteille d'eau. Le jeune caissier me regardait avec une pointe de curiosité, probablement intrigué par la saleté sur mes chaussures, la sueur séchée sur mon front. Je lui tendais un billet, croisais son regard calmement, gardais la monnaie, disais-je, savourant le petit acte de choix, le pouvoir simple de décider quoi donner, quoi y garder. Dans la rue, je voyais une femme à l'arrêt du Vieux-Puits, la même qui m'avait prêté son téléphone. Nos yeux se croisaient, elle me faisait un sourire prudent. Je m'approchais, levant le menton. « Merci pour tout à l'heure », disais-je. J'avais besoin de cette gentillesse plus que vous ne le savez. Elle ouvrait la bouche, la refermait, ses yeux s'adoucissant. « Vous semblez différente aujourd'hui », disait-elle enfin. Il y a presque un rire vif, jaillissant de quelque part en moi. « Je le suis », répondais-je. Je demandais à emprunter son téléphone encore. Elle me le tendait sans hésiter. Je composais le numéro de Margot. Quand elle répondait, sa voix jaillissait en flot. « Viviane, vas-tu bien? Où est-ce-tu » Je fermais les yeux, sentant le soleil sur mon visage. Je voulais juste entendre ta voix une dernière fois avant de le faire. Disais-je, je vais reprendre ma vie complètement. Margot se taisait. Je l'imaginais près de sa fenêtre de cuisine. Tornsan tokon, son cœur battante. Sois prudente, murmurait-elle enfin. Je le serai. Promettais-je. Je rendais le téléphone à la femme, qui me faisait un hochement silencieux de respect. Puis je m'asseyais sur le banc de l'arrêt, jambes croisées.
m'instable sur mes genoux, une attente différente, pas l'attente désespérée d'une femme abandonnée sur un porche, mais l'attente déterminée de quelqu'un prêt à reprendre ce qui lui a été volé. Assise là, j'imaginais Étienne dans sa maison, confortable, sirotant son café matinal, ignorant que son monde allait s'ouvrir en deux. Je marchais les derniers pâtés de maison jusqu'à la maison du verger, Mespietz Stables. Chaque pas résonnant dans mes os, je ne ressentais plus de peur. Plus maintenant, en atteignant la cour, je m'arrêtais un instant, observant la scène, les haies parfaitement taillées que j'avais payées, le paillasson de bienvenue offert pour leur pendaison de crémaillère. Je mettais des gants de jardinage pour éviter les empreintes, vieilles habitudes tenaces. Je savais où il gardait la clé de secours. Sous le 3e pot de fleurs près du porche, une astuce qu'il pensait réservée à lui et Isabelle. Je l'avais vu la placer une fois, ses mains maladroites, comme un garçon volant un biscuit. Je déverrouillais la porte aussi discrètement qu'une brise entrait, l'odeur me frappait. Le parfum vif de bougies coûteuses, celle qui disait trop chic pour ma vieille ferme. La maison semblait étrangère, stérile, comme un décor de théâtre. Mon cœur ne souffrait pas. Il se durcissait, je me déplaçais vite, sachant exactement ce que j'étais venu chercher. J'allais droit à son bureau. La pièce qui gardait verrouillée, quand je visitais, je connaissais le code. Bien sûr, son anniversaire, celui pour lequel j'avais passé 36 heures en travail pour le mettre au monde. J'avais gagné chaque chiffre de ce code. À l'intérieur, je trouvais tout. L'argent caché dans le tiroir du bas, les documents qu'il pensait bien enfouis, copies de signature falsifiées, faux relevés de compte, papier prêt à prouver que j'avais volontairement cédé mes biens. Je ramassais tout, les glissant dans mon sac en toile, celui qu'il m'avait donné quand il m'abandonnait à la ferme. En finissant, je restais au milieu de la pièce un long moment, laissant le silence m'envelopper, puis je marchais vers sa chambre. Il n'était pas là. Sorti tard, savourant probablement sa supposée victoire, je m'approchais de sa table de chevet. Sortait la rose unique glissée dans mon cardigan. Je quittais la maison aussi, discrètement que j'y étais entré, verrouillant la porte, replaçant la clé sous le pot. En revenant dans la rue, l'air nocturne semblait différent, vif, mordant, vivant. Je prenais une profonde inspiration. Chaque bouffée goûtant la liberté, je ne courais pas. Nemakochespas. Je marchais avec la démarche lente, déterminée d'une femme qui n'avait plus rien à perdre, tout à reprendre à chaque pas. Je pensais à la rose sur son oreiller, la manière dont elle l'accueillerait dans l'obscurité, fleurissant comme la vérité qu'il avait si désespérément essayé d'enterrer. À ce soir, je ne reprenais pas seulement mes documents ou mon argent, je reprenais chaque morceau de moi qu'il pensait avoir effacé. Le lendemain matin, je me réveillais avant le soleil. Je m'asseyais près de la fenêtre, dans la chambre d'amis de Margot, regardant le monde passer du gris à l'or. Je pensais à ce qui m'attendait, l'étape finale, le jour où je cesserais d'être la mère discrète, oubliée dans un coin, pour devenir la femme qui se battait pour elle, peu importe qui ça blessait. Margot me conduisait au palais de justice d'Aubrel, ses mains serrant le volant si fort. Je pensais que le plastique pourrait craquer. Elle me jetait des regards, ses yeux brillants de larmes contenues, mais je restais silencieuse, regardant devant
En arrivant, les marches du palais s'élevaient devant moi comme une montagne que j'avais préparée toute ma vie à gravir. Je sortais, resserrant mon cardigan. Margot suivait, portant la grosse chemise de preuve. En entrant, les vitraux diffusaient une lumière colorée. Les gens se tournaient, certains curieux, d'autres indifférents. Pour eux, j'étais juste une femme âgée en cardigan. Mais aujourd'hui, je portais des tempêtes en moi. Nous n'attendions pas longtemps. Lucien nous rencontrait dans le couloir, son visage calme, mais sérieux. Êtes-vous prête ? Demandait-il. Je hochai la tête. Je suis née prête pour ça. Je ne savais pas jusqu'à maintenant. Nous entrions dans une salle d'audience où l'audience préliminaire devait se tenir. Je sentais la tension se resserrer autour de mes côtes. Mais je gardais la tête haute. À mi-chemin de l'examen des documents avec le greffier, la porte s'ouvrait brusquement. Étienne entrait, visage rouge, cheveux ébouriffés. Comme s'il avait couru depuis sa voiture, il s'arrêtait, elle me voyante, ses yeux fous, passant de mon visage à la chemise dans les mains de Margot, à Lucien à mes côtés. « Maman, c'est quoi ça? Que fais-tu » bégayait-il. Je le regardais et vraiment, je ne voyais pas le garçon que j'avais bercé, ni l'adolescent que je défendais à chaque réunion parentale. Je voyais un homme adulte, vidé par l'avidité, jusqu'à ce qu'il ne reste que des ombres. Je reprends ce qui est à moi, disais-je calmé. Tout, il avançait, la voix montant. Tu ne comprends pas. C'était censé être pour nous. Je te protégeais, me protéger. Je riais un fois, creux, en me laissant pourrir sur un porche cassé avec rien d'autre que des boîtes de haricots. En falsifiant mon nom, en mentant à tous ceux qu'on connaît, son visage se tordait. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Mais Lucien levait la main. Monsieur, vous devez partir. Vous avez reçu une ordonnance de non-contact, effective immédiatement. Les yeux d'Étienne s'élargissaient, il se jetait en avant, main tendue, comme s'il allait saisir la chemise, mais la sécurité bougeait déjà. 2 gardes l'attrapaient. Avant qu'il ne s'approche, tandis qu'il le tirait, il criait « Faute !» résonnant dans les couloirs. « Tu ne peux pas me faire ça. Tu me dois. Je suis ton fil. Tu ruines tout. » Je le regardais lutter, sa voix craquant sous le poids de son désespoir. À cet instant, je ne ressentais qu'une clarté froide. Finale. Je me tournai vers Margot. « Lucien, finissons ceci, » disais-je, tandis que les gardes sortaient Étienne de la pièce. Je le regardais une dernière fois, pas avec haine, pas avec amour, mais avec la même pitié discrète que j'offrirais à un étranger ayant choisi un chemin sombre, refusant de revenir. Il avait choisi l'avidité, j'avais choisi moi-même, et pour la première fois, ce choix semblait juste. Après qu'il leur sortit, la salle tombait dans un silence lourd, vibrant. Je m'asseyais, mains à plat, sur la table. Margot glissait la chemise vers Lucien, ses doigts tremblant légèrement. « Lucie me regardat. Nous sommes prêts à finaliser la révocation, sécuriser le contrôle total de vos biens. » Je hochai la tête, ma poitrine montant, descendant en vagues lentes, profondes. Avant que nous puissions signer, la porte s'ouvrait à nouveau, plus lentement,
Prudemment. Isabelle se tenait là, yeux bordés de rouge, lèvres tremblantes. « S'il te plaît, laisse-moi te parler, » disait-elle. Je tournai la tête, étudiant son visage, la même femme qui m'avait appelé démodé, riait de mes œubis de jardinage dans mon dos. Maintenant, elle se tenait dans l'embrasure, comme une enfant perdue. « It was 5 minutes », disais-je, ma voix assez froide pour givrer les murs. Elle avançait, main tordue sur les côtés. Il a fait des erreurs. You too, my sir. Tout ça, c'est trop loin. Tu déchires la famille. Je riais. Un son amer, creux, résonnant autour de nous. Famille, tu veux dire la famille qui m'a laissé sur un porche pourrissant pour mourir de faim, qui a falsifié mon nom, comploté pour voler ma maison, en disant que c'était pour mon bien. Son visage s'effondrait. Nous ne savions pas qu'il irait si loin. Nous pensions que tu étais fragile, que tu avais besoin de lui. Je me penchais. Ma voix basse et tranchante. Je n'ai jamais eu besoin de lui. J'avais besoin de respect et vous avez tous échoué à me le donner. Elle tendait la main, ses doigts planant sur la table, comme pour saisir les miens. Je les retirai. Vous ne me regrettez que parce que j'ai dit non, murmurai-je. Elle se figeait, les mots s'enfonçant, tordant sa bouche en quelque chose entre sanglots et grognements. Tu penses que ça te rende forte. Ruiner l'avenir de ton propre fils, crachait-elle. J'y redressais ma colonne. Croisant son regard de front, je ne ruine pas son avenir. Il l'a fait lui-même. Et tu l'as aidé à chaque étape. Elle trébuchait en arrière, ses épaules s'effondrant sous la vérité qu'elle évitait depuis des années. Margot parlait enfin, sa voix stable. Elle a tout donné et il a choisi de tout prendre. Et plus encore, ce n'est pas une punition, c'est de la survie. Chez Gina, Isabelle se tournait, fuyait la pièce. Ses pas résonnant dans le couloir. Je la regardais partir sans ciller. Lucien s'éclaircissait la gorge doucement. « Êtes-vous prête à signer maintenant, Madame Lemoine ?» Je prenais le stylo. Mes doigts ne tremblaient pas cette fois. Je pressais sur le papier. Signer. Chaque lettre. Un acte silencieux. Délibéré de réclamation. En finissant, je posais le stylo. Exhalais. Ce n'était pas juste de l'encre. C'était mon âme revenant dans mon corps. Après des décennies d'emprunt, d'échanges, je levai les yeux vers Margot. Elle souriait, ses yeux brillants de larmes qu'elle ne cachait plus. « C'est fait, » disais-je. Elle prenait ma main, la serrant avec une férocité correspondant au feu nouveau dans mes os. Isabelle se raconterait des histoires sur ce jour, que j'étais cruelle, sans cœur. Véngasse, qu'elle le fasse, car, enfin, j'étais l'auteur de ma propre histoire. Et je commençais à peine le jour où ils amenaient Étienne à l'audience finale au palais de justice d'Aubrel. La salle vibrait comme un fil sous tension. Je me tenais juste à l'entrée. Margot à mes côtés, Lucien examinant les dernières déclarations. Nous étions prêtes. Quand il l'escortait, il ne ressemblait plus à l'homme imposant qui avait déclaré mon héritage sien. Il semblait plus petit. Comme un garçon pris dans une tempête qu'il pensait contrôler, nos yeux se croisaient à travers la pièce. Il essayait de parler en premier, sa bouche s'ouvrant, se fermant, comme un poisson cherchant l'air. Je m'avançais, avant qu'il ne bégaye une autre excuse. Chaque mensonge, commençais-je, ma voix résonnant sur les murs de pierre, sous la lumière des vitraux.
chaque document falsifié, chaque murmure nocturne sur me protéger. Je me souviens de tout. Il tressaillait, ses mains se serrant en poing. Je continuais mes mots tranchants, implacables. Tu m'as appelé fragile, un fardeau, disant que j'étais un obstacle. Mais regarde-moi maintenant, débout, forte. Et toi, traîné par des gardes, son visage rougissait, veine saillante à son cou. Tu ne comprends pas, tu ruines tout. J'allais tout réparer. Réparer. Je riais. Froid, creux. Tu penses que la trahison se rafistole comme un robinet qui fuit, que l'amour se mette en rage. Quand les temps sont durs, tu n'as jamais voulu réparer. Tu voulais me posséder. La salle était silencieuse, sauf pour le tremblement de sa respiration. Tu disais à tous que j'étais faible, continuais-je, que je ne pouvais pas gérer mes affaires. Mais la vérité, c'est que tu avais peur que je me réveille, peur que je me souvienne que j'ai construit cette vie bien avant que tu ne saches marcher. Il se jetait en avant, crachant des mots comme du venin. Tu m'aiderais. Tu n'aurais rien eu sans moi. Tu n'es rien sans ta famille. 2 officiers de sécurité saisissaient ses bras. Avant qu'ils ne comblent l'espace entre nous, ils se débattaient. Sa Volkskrakwand, je faisais son pas lent, délibéré vers lui. Je ne t'appartiens pas. Je n'ai jamais été ta servante. Ta banque, ton filet de sécurité, je t'ai tout donné, pensant que l'amour signifiait sacrifice. Mais qu'est-ce que l'amour sans respect? Ses cris devenaient des sanglots, son corps s'affaissant entre les gardes. Je me tournais vers la juge, les greffiers. Chaque témoin dans la pièce, il ne me définit plus, disais-je clairement. Ma voix stable. Ni aujourd'hui, ni jamais. La juge hochait la tête, ses yeux pensifs, puis faisait signe aux gardes de le sortir. Ses sanglots résonnaient dans le couloir, tandis qu'il disparaissait. Quand les portes se fermaient, je sentais mes épaules s'abaisser. La tension s'écoulant de mes os, comme du poison extrait d'une plaie. Margot serrait mon bras, ses yeux brillants de fierté. Lucien me tendait les derniers papiers tamponnés, preuve officielle que chaque morceau de moi qu'il avait essayé de prendre était à nouveau indéniablement mien. En sortant dans le soleil éclatant de l'après-midi, je sentais la chaleur s'infiltrer dans ma peau, nouvelle, propre, comme une seconde naissance. Je pensais à toutes les années où je tenais ma langue, me pliant pour maintenir la paix. Plus maintenant, désormais, je ne troquerai plus ma dignité pour le confort d'un autre. Et tandis que les portes du palais de justice se fermaient derrière moi, je murmurais au vent. Le silence ne signifie pas faiblesse. Rosine.